il y a une détestation de l'Occident, de l'Ouest global. On a un problème de nécrose impériale. On se rend pas compte que l'Empire occidental est fini depuis un long moment. Cette réalité nous explose à la figure. Si à confrontation, tout le monde y laissera des plumes. Personne n'y a intérêt en fait. On a une classe politique qui, dans son ensemble, est complètement obnubilée par l'Europe et qui ne pense plus les problèmes de l'organisation internationale. C'est quelque chose de gravissime. C'est pas le monde qui se sépare de l'Occident, c'est l'Occident qui se sépare du monde. C'est ça le vrai problème. Voici donc le numéro 19 de Front Populaire. Il est consacré au choc des civilisations. Vous avez qu'on essaie de faire des numéros en relation avec l'actualité et vous n'ignorez pas ce qui se passe à Gaza, avec Israël, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aussi un peu partout. Il y a eu un combat dans les années 90 du siècle dernier entre le choc des civilisations et le dernier homme, la fin de l'histoire, entre Huntington et Fukuyama. On a voulu reposer cette question aujourd'hui en se disant, est-ce qu'il y a vraiment un choc des civilisations? Est-ce que vraiment le libéralisme a triomphé? Ou est-ce qu'en revanche, le choc des civilisations ne s'est pas montré de manière plus évidente? On voit bien aujourd'hui qu'avec la Turquie, avec la Chine, avec l'arrivée de Trump, tout ça montre qu'il faut réfléchir à cette question. Donc je vous invite à lire ce numéro qui vous permettra de mieux penser la réalité quotidienne et la géostratégie d'aujourd'hui. Messieurs, bonjour. 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 Ravi de vous retrouver à nouveau. Jacques Sapir, économiste, Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote. On va parler aujourd'hui de l'Occident, de l'occidentalisme, l'Occident face au reste du monde. On a un peu une actualité éditoriale croisée, si je puis dire, puisque Jacques, vous venez de faire paraître, c'est votre dernier livre, La fin de l'ordre occidental, point d'interrogation, aux éditions Perspectives Libres, de notre ami Pierre-Yves du reste. Et ça rentre relativement en résonance avec notre dernier numéro à Front Populaire, puisque on s'intéresse justement au rapport entre l'Occident, le reste du monde, d'où notre titre et son sous-titre, surtout l'Occident, l'Europe, la France. Première chose, pour planter un peu le décor, j'aimerais juste qu'on définisse les notions. Vous parlez d'Occident collectif dans le livre, global. d'Occident global, de Sud global également. Moi, j'ai un petit vrai-faux dans le Front Populaire où je montre que la notion d'Occident est un peu compliquée finalement à définir. Il y a un philosophe marxiste qui s'appelle Pagani qui parlait de concepts occultants pour dire que finalement ça cache plus de choses parfois que ça n'en dit. Comment est-ce qu'on peut définir cette notion d'Occident et puis en miroir ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, parce que dans la presse on en parle aujourd'hui beaucoup, mais il y a encore 5-6 ans, alors les spécialistes, c'est pas d'aujourd'hui qui parlent du Sud global, mais on en entend aujourd'hui beaucoup parler, c'était moins le cas avant, donc si on peut définir les termes pour commencer, c'est super. Alors, globalement, justement, le terme d'Occident, alors, Occident collectif, c'est un terme qui nous vient de Russie. Hein. C'est le terme qui est utilisé par les Russes. Moi, je préfère le terme d'Occident global. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, grosso modo, les pays de l'arc atlantique, donc l'Europe, Union européenne, mais aussi Suisse, Norvège, genre les pays qui sont pas de l'Europe, États-Unis, Canada, et les pays d'Asie ou d'Extrême-Orient qui sont reliés à ces pays-là, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc voilà, ça c'est un bloc, et d'ailleurs ce bloc, il apparaît comme lié, comme structuré par des alliances militaires, que ce soit l'OTAN, ou que ce soit le traité qu'il y a entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, et on voit très bien que la Nouvelle-Zélande s'y rattache. Bon. Le Sud global est, je dirais, encore peut-être un petit peu plus fragmenté que l'Ouest global, que l'Occident global. C'est quoi? C'est grosso modo les anciens pays coloniaux qui ont recouvré leur indépendance de 1946 aux années 60. C'est la Chine, c'est l'Inde, et de fait, c'est la Russie. Alors, c'est très clair que ce sont deux appellations, Sud global comme Occident global, qui ont des effets d'occultation, des contradictions et des logiques qui peuvent exister au sein des blocs. Mais quand il y a une grande crise,
qu'est-ce qui détermine les choses? Est-ce que ce sont ces logiques de contradiction ou ces logiques de fracture au sein des blocs? Auquel cas, est-ce que les blocs sont capables de se scinder? Ou est-ce qu'au contraire, les grandes crises les réunifient? Et je crois que c'est ça qui, d'une certaine manière, autorise à parler, pour l'instant. Ça peut très bien changer dans 5 ou 10 ans, hein, mais autorise à parler pour l'instant d'ensembles globaux. Donc ça, c'est une première question. Une deuxième question qui doit être posée par rapport à cette logique, c'est la question de savoir, bon, évidemment, il y a des divergences au sein de ces blocs, mais c'est la question de savoir réellement, est-ce qu'il y a une représentation? Et là, on ne parle plus au niveau des réalités dites objectives, on parle au niveau, je dirais, des représentations des dirigeants, des élites, voire des peuples. Est-ce qu'il y a une forme de représentation du monde comme coupée en deux? Et on voit bien que dans un assez grand nombre de pays, il y a une détestation de l'Occident, il y a une détestation de l'Ouest global, alors pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, mais qui est un fait. Quand cette détestation se construit de manière aussi complète, aussi argumentée, et commence à peser sur les actions politiques des gouvernants, cette représentation, elle a glissé du monde des idées vers le monde des réalités. Et donc ça aussi, c'est un point qu'il est important à prendre en compte. C'est une unification, une unité par la désignation de l'ennemi, en quelque sorte. Alors, ils sont d'accord pour détester l'Occident. Oui. Alors, comme tu le sais, j'ai une certaine distance avec... Pierre Legendre m'a donné une certaine distance avec Carl Schmitt. C'est parce que, pour moi, le pouvoir politique étant, dans son essence pure, la signification de la mort, quand on n'a pas ce pouvoir-là, la désignation de l'ennemi est inutile. Donc il y a un pouvoir qui préexiste à la désignation de l'ennemi. Qui est fondamental chez Carl Schmitt, parce que tu parles de Carl Schmitt, je dis ça pour les gens. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de la logique de l'ennemi et de tourner en rond sur la notion de l'ennemi, parce qu'à la fin, ça fait de la scène internationale une sorte de gigantesque guerre des boutons. Donc là, ce qu'a dit Jacques est très vrai. Il y a deux réalités qui viennent en réalité du même fait. C'est que le discours qui est volé d'enrégimentement dans la mondialisation. C'est-à-dire le discours qui a succédé à la guerre froide et qui en même temps l'a fait perdurer, on a fait perdurer l'esprit, vu qu'on n'a jamais soldé la guerre froide. Donc on en a gardé d'ailleurs des antagonismes sur le dossier russe, c'est évident. Or, on a enrégimenté les peuples vers la globalisation est globalement un échec. Dans son aspect, disons, performatif, c'est-à-dire vous serez tous des Occidentaux comme les autres, et vous vous conformerez à ce qu'on vous dira. C'était tenable par l'Amérique clintonienne. C'est-à-dire, pour se moderniser, il fallait s'occidentaliser, point. La plupart des pays voulaient se moderniser pour ne pas avoir à s'occidentaliser. C'est ce que dit Colosimo dans son dernier livre. Or, ils ne veulent pas, ils ne l'ont jamais voulu, et aujourd'hui, cette réalité, où il aurait suffi de leur demander leur avis dès le début, hein, on aurait été moins surpris, hein, nous explose à la figure. Or, il ne tient qu'à nous, à ce que cette division, qui est en fait une sorte de mise à distance, c'est-à-dire, on ne fera pas un pas de plus dans le monde tel que vous avez voulu le créer. Donc on va faire un monde en parallèle, entre nous. Ne venez pas nous chercher, ça se terminera mal. Et là, le souci, c'est que c'est là où l'Occident a une grande responsabilité. Car l'arme de la désoccidentalisation du monde, c'est la pensée occidentale. C'est-à-dire que la plupart des catégories que le Sud global utilise, c'est des catégories de l'Occident. Et de l'Occident quand il fut peut-être à son meilleur et en même temps à son pire, parce qu'il était le plus puissant. Que demandent les pays émergents? Ils demandent 3 choses. La démoralisation de la vie politique internationale, le respect du droit international classique et le respect du droit à la puissance. Au passage, 3 données très occidentales.
très westphaliennes, même très françaises d'un certain côté. Or, elles nous sont renvoyées, et nous ne les reconnaissons même pas. Et nous prenons ça comme une sorte de crime de lèse-majesté. Et je pense que si l'Occident n'y prend pas garde, il va, par le fait de s'isoler, et en même temps de s'isoler de manière revendicative, en n'ayant plus aucune vision réaliste du rapport de force, non pas que, comme je l'entends, que les pays émergents sont, c'est une sorte de réflexe tiers-mondiste que j'entends certaines personnes dire, ah ça y est, ils vont porter la condition humaine parce que nous on est des salauds. Non, 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 tout ça. Et puis ils sont tellement plus forts que nous. Non, non. S'il y a confrontation, tout le monde y laissera des plumes. Donc personne n'y a intérêt en fait. La seule chose, c'est que la demande du Sud global, c'est soit une demande de séparation, soit une demande de normalisation. C'est-à-dire que nous ayons des rapports internationaux, inter-nationaux, normaux. Si nous ne comprenons pas ça, on va entrer dans une dynamique d'affrontement négative pour tout le monde. Alors, je rebondis, c'était une de mes prochaines questions, mais je vais la poser maintenant pour faire une transition. Et vous le dites en partie dans votre livre, ma question c'est, est-ce qu'on est face à une logique, alors vous parlez surtout des BRICS, parce que vous parlez des institutions monétaires et financières globales, c'est plus une approche monétaire et financière, mais est-ce qu'on est dans une logique de reconnaissance? En fait, le Sud global peut revendiquer trois choses différentes, dire on veut être reconnu, ils peuvent dire on veut un système à part, c'est reconnu au sein du système occidental, on veut les mêmes règles que les autres, et non pas un double standard permanent, c'est le premier palier. Deuxième palier, on veut notre propre système, et venez pas nous emmerder, faites le vôtre si vous voulez, mais différentialisme, on se parle pas, et chacun chez soi, tout le monde ira bien. 3, on va faire mieux que ça, on va à terme remplacer le système occidental, parce qu'en fait il est défaillant, et vous avez fait chier trop de monde, donc on va finir par vous remplacer. Quelles sont les reconnaissances ces trois paliers-là sur lesquels on se situe à peu près? On est passé par les trois stades. On voit très bien que le discours qui est tenu, y compris par Vladimir Poutine encore à Munich en 2007, c'est le discours de reconnaissance. Et c'est le discours qui consiste à dire, écoutez, on ne peut pas faire vivre l'ensemble des pays dans un système de deux standards. Vous devez vous appliquer à vous-même vos propres règles. Et ça, il le dit très nettement. Il dit, c'est pas possible que vous interdisiez aux autres ce que vous vous autorisez à vous. Ou ça doit être permis à tout le monde, ou ça doit être interdit à tout le monde. Bon, ça, c'est la situation jusqu'en, grosso modo, 2007-2008. Bien. Et puis, il y a un événement qui se passe. C'est la crise des subprimes, c'est la crise de 2008-2010. Que les États-Unis s'avèrent incapables de contrôler. Et pas que les États-Unis, que globalement, les pays occidentaux, qui sont quand même les pays dominants d'un point de vue financier international, sont incapables de contrôler. Et ça, c'est vu dans les grands pays dits émergents, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit la Russie, non ? C'est vu qu'auront non seulement le système financier international est un système inégalitaire, mais en plus, il est dysfonctionnel. Ça fait beaucoup. Donc, on est en train, on bascule à ce moment-là dans l'idée, ben voilà, on va constituer notre système, et puis on va s'arranger pour que les deux systèmes puissent plus ou moins collaborer. Bien. Et puis, depuis quelques années, parce qu'il y a une dynamique, si vous voulez, à partir du moment où des pays disent on va construire nos propres institutions, ben, il y a d'autres pays qui regardent, qui voient que ces pays peuvent le faire sans se prendre des bombes sur la tête. Bon, c'était un petit peu ce que faisaient les États-Unis dès qu'un pays commençait à vouloir sortir du cadre fixé par l'Occident, que ces institutions, en l'occurrence, hein, c'est le problème de la nouvelle banque de développement, font maintenant plus de prêts que n'en fait la Banque mondiale. C'est la principale institution des BRICS, on peut le dire comme ça. Oui, c'est la principale. C'est pas la seule, mais c'est celle qui a certainement eu le plus de retentissement.
Bon, et qui est très symbolique, hein, parce que en créant la nouvelle banque de développement, les BRICS sont allés jouer dans la cour à la fois de la Banque mondiale, mais aussi du Fonds monétaire international. Et là, il y a des pays qui se disent mais dites-moi ce que vous êtes en train de faire, mais ça nous intéresse beaucoup, on veut y participer. D'où ce que l'on voit avec le sommet de Kazan, c'est-à-dire un nombre de pays qui viennent à Kazan, qui disent on veut être membre des BRICS. Alors, ok, on va créer la catégorie des pays partenaires des BRICS. Bien. Mais il y a des pays qui disent oui, d'accord, on est partenaire, mais on veut quand même rentrer. Vous savez. C'est le cas de la Malaisie. C'était quand même assez drôle parce que immédiatement après la publication de la liste des pays partenaires, il y a un communiqué du roi de Malaisie, suivi immédiatement par un communiqué du Premier ministre, qui disent oui, la Malaisie constate avec satisfaction qu'elle est désormais un pays partenaire. Ça, mais en réalité, notre objectif, c'est d'adhérer aux BRICS. Bon, donc on voit, il y a cette... Et ça crée une dynamique propre. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, les BRICS devront se poser, peut-être même qu'ils se le posent déjà, la question de se dire, les institutions que nous allons mettre en place sont des institutions à vocation universelle. Ça ne sera pas simplement des institutions qui sont à vocation à servir nos pays, mais à vocation universelle. D'ailleurs, il y a quelque chose de très symptomatique, c'est le fait que dans le communiqué du sommet de Kazan, ce communiqué qui est long comme la queue de la comète de Kohoutek, hein, si je peux me permettre, 162 points, 28 pages en russe. Merci, quand on veut le lire, ça prend du temps. Eh bien, on voit qu'il y a une référence constante qui est faite aux Nations Unies. Donc, on est absolument dans le mythe occidental de l'universalisme. Hein. On s'adresse à tout le monde. Hein. On est complètement dans ce discours-là, et on se prétend en fait être plus occidentaux que les occidentaux, qui eux, ne respectant pas leurs propres règles, ont cessé d'être des occidentaux. Alors, il faut faire très attention à ça, parce que ça, alors d'abord c'est quelque chose d'intéressant, hein, c'est le basculement du chacun chez soi. Non, on propose des règles, des normes, des institutions qui sont valables pour tous, mais c'est aussi extraordinairement destructeur par rapport au discours qui est tenu par les Occidentaux. Parce que ça les met face à leurs contradictions. Il y a des gens qui se sont emparés de nos valeurs, qui se sont emparés des principes que nous avions mis sur la table en 1944-1945, car c'est ça. C'est San Francisco. Hein. Tout à fait. Et qui, d'une certaine manière, disent « mais on va le faire mieux que vous ». Vous avez perdu la main, vous n'avez pas été capable de le faire, mais nous allons réaliser votre projet mieux que vous. Et ça, si on n'est pas capable d'en tenir compte et on n'est pas capable d'écouter, bah peut-être qu'on peut, puisque nous partageons finalement pas mal de choses, est-ce qu'on ne peut pas le faire ensemble? Ça, c'est quelque chose qui peut être extraordinairement destructeur pour le mode de pensée, le mode de raisonnement occidental. Il y a un côté presque biblique, la nouvelle religion qui parle à tous, qui s'universalise. Il y a un côté presque au messianisme de remplacement. Mais non, je voulais revenir, Pierre-Yves, sur le sommet de Kazan, justement. On en parle dans le numéro parce que Georges Kuzmanovic, notre camarade, était sur place. Et il en a parlé dans la revue. Moi, une de mes questions d'ailleurs que je lui ai posées, c'est... Alors, Jacques a peut-être apporté une première partie de réponse, c'est qu'il fallait se taper la lecture du document. Mais dans la presse française, alors, deuxième peut-être élément de réponse, c'était le 26 octobre, quelque chose comme ça, il y avait les élections américaines, et les résultats qui arrivaient, donc peut-être que ça peut expliquer, mais globalement, tout le monde en avait relativement rien à foutre du sommet de Kazan en France. Hein. On va être très clair, et sans vouloir faire l'éloge de l'ORTF, mais à un moment... comme nous sommes totalement décentrés par rapport à l'intérêt national français, vu que l'intérêt national est une notion qui a disparu de la totalité de la vie politique française. C'est même un gros mot. Hein. Ça ne nous rend pas universels. Non. Ça fait de nous des gens qui
dans l'univers mental, c'est 3 arrondissements parisiens. Donc c'est le pire des provincialismes. C'est un plouc power arrogant et insupportable. On s'en rend pas compte. Et là, la presse française s'est illustrée. Moi, je vais élargir le point. Je suis sidéré que quand un des organes les plus importants de ce monde, qui est le PCC chinois, produit de la doctrine, t'as pas un mot dans la presse officielle. Ça veut dire qu'on n'a même plus un sinologue pour pouvoir nous expliquer ça. Dans la presse officielle occidentale. Dans la presse officielle occidentale. C'est aussi important qu'une déclaration au Congrès des États-Unis. Alors, à un moment, ça c'est un vieux thème d'étude au cercle, enfin au cercle Aristote, c'est comment ça se fait que l'Occident à un moment a perdu 30 ans, s'est réveillé après une sorte de blanc temporel et pense que rien ne s'est passé pendant 30 ans. Là, tu vois, on raisonne comme le discours de bienvenue à Ronald Reagan. Le monde a changé. On a pris un coup de vieux terrible. Or, soit on raccroche les wagons, et pour moi, la différence, elle est presque darwinienne. Hein. C'est les pays qui ont assumé la souveraineté, les pays qui l'ont rejetée. Bon. Résultat, ça t'enferme dans un précariat temporel. Tu vois, une journée sans fin. C'est-à-dire qu'il ne se passe jamais rien. Et regarde l'Europe de l'Ouest. Le désert du réel. Eh ben, s'ils voyaient l'état des routes de la soie, la moitié de nos dirigeants ferait une syncope. Enfin, il est grand temps de se raccrocher. Enfin, sinon, nous ne reconnaîtrons plus le monde, pas dans 30 ans, déjà dans 5 ans. C'est ça qui est en train d'arriver. Tu vois, ils n'ont pas vu Kazan, ils ne voient pas l'importance des successions, par exemple. Que pense la presse française de l'éventuelle succession pour Vladimir Poutine? À mon avis, pot de balle. Et vu l'état de la russologie française, je préfère même pas savoir. Or, est-ce qu'on se rend compte que nous sommes enfermés dans un scénario occidental qui a très bien été illustré avant les élections américaines? Ça aussi, ça n'a alors pas un mot dans la presse française. C'est que pendant 2 ans, tu as eu une partie de ping-pong dans la presse américaine, au sein du Parti démocrate, entre Lawrence Summers, qui est un homme important, c'est quand même l'homme qui a flingué le Glass-Steagall Act aux États-Unis, c'est pas n'importe qui, et Madame Yellen. Monsieur Summers disait, bon, l'euro, tout ça, enfin la colonie nous a coûté suffisamment cher, il est grand temps de les mettre au pas, parce que ça commence, enfin voilà, quoi, c'est quand même nous qui avons créé tout ça, on va pas rebanquer pour que les Européens continuent. Et Yellen a une théorie qu'elle appelle Mondialization between friends, c'est-à-dire qu'on va faire le mur de l'Ouest d'un certain côté, c'est-à-dire, vu que vous voulez plus de notre mondialisation, on va la faire contre nous. Si ça se termine comme ça, on va se terminer un scénario à la Limonov. C'est-à-dire le grand hospice occidental. Ça nous pend au nez tout droit. Tu vois, on est dans une espèce de rétractation de gens, justement, qui ne se rendent même pas compte qu'on nous oppose le meilleur de ce qu'on a été. Là, tu vois, on veut faire vivre un système qui est le système de la guerre froide et le système de l'unipolarisme américain. D'accord, ces 2 systèmes-là sont morts. Mais il nous reste une base. Il nous reste San Francisco. Et San Francisco, c'est nous qui l'avons fait. Hein. La plupart des pays émergents n'étaient pas en état. Ils n'existaient même pas, d'ailleurs, pour une partie, c'est avant la décolonisation. Et théoriquement, nous devrions reconnaître notre propre bébé. Ben là, pour le coup, 0. Alors, la question, c'est pas eux, la question, c'est nous. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On parlait de Kazan et de l'élection de Trump. Qu'est-ce que ça change du point de vue du rapport avec les BRICS, la Chine? Il y a au moment où on est en train de... Enfin, avant l'entretien tout à l'heure, je regardais, il y a une déclaration du Premier ministre chinois, je crois, sur le fait que il disait le monde est en train de se... Il y avait un risque de désoccidentalisation, de démondialisation, pardon, je suis un peu fatigué, du fait de le retour de Trump, et je suppose que j'ai pas lu l'article, mais il faisait référence sans doute à une politique isolationniste. Le retour de Trump aux États-Unis, qu'est-ce que ça peut changer dans les rapports avec les BRICS? Pas grand-chose sur le fond, parce qu'on est en présence de tendances et de mouvements qui sont tellement profonds qu'un dirigeant, aussi important soit-il, et je dirais, à la limite, aussi doué soit-il en politique internationale, n'a plus réellement de contrôle là-dessus. Alors oui, dans l'immédiat,
il peut y avoir des mesures, mais ces mesures, par exemple, je prends la question le tweet que Trump a fait disant « Ah non, non, mais vous n'allez pas toucher à notre magnifique dollar et tout pays qui abandonnera le dollar devra faire face à des droits de douane, etc. » Et on comprend immédiatement que c'est le Trump candidat et pas le Trump président qui parle. Pourquoi ? Parce que pour les États-Unis, doubler les droits de douane, enfin les monter à 100%, alors que les États-Unis importent la majorité de leurs médicaments de Chine et d'Inde, Comme nous, alors qu'ils importent, comme nous d'ailleurs, Comme nous. alors qu'ils importent pratiquement 60% de leurs engrais chimiques, hein, de Russie d'ailleurs, pour ça qu'ils n'ont pas mis de sanctions dessus, entre parenthèses. Ils importent une grosse part des métaux rares dont on a besoin pour faire des voitures électriques et globalement pour faire des ordinateurs. C'est que ça va faire bizarre aux Américains quand ils vont aller acheter leurs produits de consommation. Et oui, à un moment donné. Et puis après, il y a tous les produits de consommation. On regarde dans les grandes chaînes de distribution américaines, chez Walmart, bon, et ben, ce qu'on voit, c'est quand même à 80% du produit importé. Ben, encore plus qu'en France. On en voit aussi beaucoup en France, mais c'est même encore plus profond aux États-Unis. Alors, c'est là-dessus qu'il va mettre une taxe de 100%. S'il le fait, bonjour le coût d'inflation. Hein. Là, pour le coup, ils vont avoir un choc inflationniste majeur. Donc, on voit très bien qu'il ne le fera pas. En tout cas, il ne le fera pas sous la forme sous laquelle il le dit. Et on voit bien que c'est la volonté de parler aux Américains, de leur dire « Non, non, ne vous en faites pas. Je saurai montrer mes muscles. » Bien. Mais qu'en réalité, ça va se régler de manière nécessairement beaucoup plus par la négociation. Et là-dessus, je voudrais revenir sur une chose. Ce que tu dis sur les plénums du Parti communiste chinois, c'est très vrai. Mais il fut un temps, dans les années 50 et dans les années 60, où, alors, c'était pas dans la grande presse, mais dans le monde universitaire et dans le monde des responsables, toute réunion du plénum, voire même du secrétariat du PCUS, était analysée. Tout à fait, On avait des gens qui le faisaient. bien sûr. Et des gens qui le faisaient relativement bien. On a régressé. Donc, effectivement, nous avons perdu cette capacité. Quand on dit l'Occident, on l'a dit un peu en début d'émission, en fait c'est souvent tout le monde derrière les États-Unis, en tout cas c'est comme ça que c'est compris. Au niveau des BRICS, ça fonctionne comment ? Ils ont un fonctionnement manifestement plus égalitaire qu'en Occident, où c'est. D'ailleurs, je parlais de Colosimo tout à l'heure, il le dit dans son livre, le dernier livre sur l'Occident, ennemi public, enfin ennemi mondial numéro 1, je crois que c'est ça le titre, qu'en fait l'Occident c'est l'OTAN, de manière générale. Oui. Est-ce que là c'est quoi, tous derrière la Chine ? Est-ce qu'il va y avoir des affrontements ? Parce que tant qu'ils contestent l'Occident, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la désignation de l'ennemi, ils sont tous d'accord pour s'extraire du jeu. Il y aura des rivalités de puissance internes de toute façon à moyen ou long terme. Oui. Mais elles sont déjà là. Oui. Mais ils ont décidé, justement... De faire passer d'abord... Non, ils ont décidé de faire une vie internationale où tu acceptes l'altérité. l'altérité, donc, si tu veux, antagonisme, coopération, antagonisme, coopération. La Chine et l'Inde, l'amour n'est pas automatique. Hein. Ce sont deux puissances dos à dos. Si elles étaient face à face, elles se seraient confrontées durement militairement depuis longtemps. Elles sont dos à dos d'un point de vue géographique parce qu'elles se sont battues. Hein. Oui. Mais, En 62. mais si tu veux, c'est quand même pas évident le terrain hein, quand même entre les deux. C'est des pour faire Malayas, des c'est des garanties. Malayas à la frontière. C'est pas si évident que ça d'un point de vue militaire. Mais par contre, ils se sont quand même foutus dessus et il n'est pas dit, vu même, je dirais, la sûreté de soi des deux jeunes générations montantes en Chine comme en Inde, que l'antagonisme ne se ravive pas pour différentes raisons. Mais ils ont décidé d'avoir une vie internationale équilibrée, c'est-à-dire chacun trouve dans la pluralité du jeu ses mises. Nous, on a décidé, en maintenant le bloc OTAN, de maintenir un bloc idéologique. Les BRICS, avant tout, une alliance d'intérêts. Et si nous voulions éviter d'idéologiser la situation,
nous ferions baisser la pression. C'est nous qui rajoutons de l'idéologie là-dedans. C'est-à-dire, vous respecterez ce qu'on vous dit en termes de blocs familiaux, vous direz que les bons sont les bons et les méchants sont les méchants. Le problème, c'est que, qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu veux leur dire que ce qui a été fait en Roumanie il y a quelques jours est quelque chose de normal? Oui, normal, parce que le camp du bien l'a fait. Ah oui, mais s'ils le font eux, ah oui, mais ça passe pas. C'est ça qui va mourir. Et moins on s'accrochera à ça, mieux ce sera pour tout le monde parce qu'on fera baisser la pression. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, à travers les BRICS, il y a des formes de régulation des conflits. On l'a vu dans la réunion entre la Chine et l'Inde, qui a eu lieu à Kazan, d'ailleurs au moment du sommet des BRICS, où les deux pays ont accepté d'échanger des cartes de frontières. Donc, c'est une tentative pour stabiliser et réduire les problèmes. Bon, on l'avait vu l'année dernière dans l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, signé à Pékin, et qui a été le préalable à l'adhésion de l'Iran aux BRICS. On peut le voir encore ces jours-ci. Ce qui s'est passé en Syrie. Bon, le renversement du régime d'Assad, qui est par ailleurs assez bienvenu, mais c'est un autre problème. En fait, a été précédé d'une réunion entre la Turquie, la Russie et l'Iran. 2 pays des BRICS, un pays qui est candidat aux BRICS, la Turquie. Alors, on va voir, d'abord, est-ce que l'accord, dont on ne connaît pas les termes, mais qui, à mon avis, implique que les intérêts de la Russie et de l'Iran soient relativement respectés, même si c'est la Turquie qui est clairement le grand vainqueur de ce qui s'est passé. Est-ce que ces intérêts sont respectés? On va le voir. Pour l'instant, les rebelles ne s'en sont pas pris aux réduits côtiers, là où les Russes, en réalité, ont des intérêts, avec le port de Tartous et le port de Latakia. Bon, c'est très clair. Et l'Iran, pour l'instant, observe une forme de neutralité. Alors, est-ce que ça va durer? Parce qu'il y a très certainement des dynamiques locales. D'abord, les groupes d'opposition sont très loin d'être unifiés. Bon. Mais on voit qu'il y a quand même cette volonté d'organiser et d'encadrer un changement important qui s'est fait dans la région. Donc globalement, on est sur une logique où les dirigeants se disent « Nous vivons en réalité dans un monde multipolaire », ce que les dirigeants américains et les dirigeants européens se refusent de penser. Alors c'est d'autant plus étonnant que le premier avocat du monde multipolaire fut le général de Gaulle. On aurait dû, en tant que France, au moins défendre cette idée. C'est une idée importante. D'accord. Il pense à un monde multipolaire, et donc il considère que dans la grande tradition de Groot, de Grotius, chaque pays a les mêmes droits. Bien sûr, il y a des effets de puissance qui jouent. Un grand pays aura toujours, d'une certaine manière, des droits un petit peu spécifiques par rapport à un petit pays, mais globalement, tous les pays ont les mêmes droits. Et cela, ce que De Groot appelait le droit des gens, c'est le droit des États, est fondé sur la souveraineté des États. Donc on n'intervient pas à l'intérieur, en tous les cas on n'intervient pas de manière directe. Après, indirectement, on dit la main gauche peut par moment ignorer ce que fait la main droite, parfois vraiment l'ignorer, comme dans ce qui s'est passé en Syrie, où on a eu des groupes qui étaient financés par la CIA qui se sont affrontés à des groupes qui étaient financés par l'armée américaine. Bon, ça c'est un petit problème, c'est quand ta main gauche ignore vraiment complètement. Ils sont assez coutumiers de ce genre de ratage. Oui, tout à fait, bon. D'accord. Mais on a ce type de système. Et d'ailleurs, dans les institutions des BRICS, la règle, c'est chacun a les mêmes droits. Ça se voit, par exemple, si on regarde le Fonds monétaire international, poids prépondérant des États-Unis. La Banque mondiale, poids prépondérant des États-Unis. Ce n'est pas du tout le cas de la nouvelle banque de développement,
qui est conçu pour que les pays fondateurs de cette banque Sur égalité. aient exactement les mêmes droits. Donc, on voit bien la différence de raisonnement. Ce qui est tragique, c'est que nous regardions, nous, les BRICS, comme un ennemi potentiel, en tous les cas, comme des puissances inamicales. Regardons ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le G20. Il a dit, le G7, c'est les démocraties, le G20, c'est les dictatures. Bon, d'abord, c'était complètement idiot, parce que c'est pas vrai, et puis surtout, il aurait dû dire le G20 moins le G7, puisque le G7 fait partie du G20. Bon, d'accord, ok. T'as raconté n'importe quoi une fois de plus. Mais sur le fond, qu'on puisse être en désaccord avec des formes, des comportements politiques dans un pays comme dans un autre, oui, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit plus des démocraties qu'eux. La logique française, c'est de reconnaître des États, pas des gouvernements. Donc à un moment, on a régressé. Vous savez, là, pour le coup, je n'aime pas utiliser ce terme-là, parce que je pense qu'on l'utilise à tort et à travers. Mais il y a un problème de certains diraient de mental postcolonial. Moi, je dirais plutôt qu'on a un problème de nécrose impériale. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que l'Empire occidental est fini depuis un long moment. L'Empire occidental, il a eu deux pierres tombales. L'entrée de la Chine dans l'OMC et avant les réformes d'Evgeny Primakov. Donc fin des années 90, début du XXIe siècle. Bon. Et là, on a affaire à un impérialisme global qui s'est nécrosé, qui, comme tout impérialisme, finit par bouffer, puisqu'il rapporte la barbarie dans les terres qui l'ont vu naître, donc il finit par bouffer les peuples sur lesquels il a joué d'abord. C'est une vieille histoire, hein, malheureusement, c'est un boomerang historique tout à fait classique, que nous sommes en train de prendre. Nous pourrions solder les comptes maintenant, avant qu'il y ait, je dirais pas un irréparable, il ne faut pas dramatiser les choses, mais juste que ça va nous faire perdre un temps colossal. C'est ça qui est en jeu. C'est que, à force de refuser le monde tel qu'il est, alors que ce monde ne nous est pas hostile, nous sommes en train de les dresser contre nous. Parce que pour l'instant, ils ont une hostilité qui est totalement diffuse. Quand vous dites nous, vous parlez de qui? De la France, de l'Europe, de l'Occident? Il y a un dessin français très particulier là-dedans. Donc nous, c'est pas nous occidentaux. Nous Français. Nous Français. Parce que nous Occidentaux, il faut être honnête, si on raisonne à l'échelle de l'Occident, pour moi, il y a deux choses qui sont pertinentes. D'un certain côté, moi je préfère l'occidentaliste à l'européiste, je l'avoue. Parce qu'au moins l'occidentaliste, il repose sur un truc qui s'appelle l'armée américaine qui existe. Bon, l'autre, il vit sur une nostalgie allemande, donc il vit sur l'Allemagne d'avant-hier. Bon, c'est un peu tristouné. Or, au moins l'armée américaine, ça existe. Or, le problème, c'est qu'à l'échelle occidentale, la France n'a jamais été vue comme un allié fiable à cause de sa tradition gaullienne par les Occidentaux. Jamais. Peu par les Australiens, peu par les Américains, un peu plus par les républicains que par les démocrates, mais on est dans l'épaisseur du trait. Avec les Britanniques un peu plus, mais avec les Britanniques, on a une histoire particulière. On a perdu 1 million de fils ensemble, ça peut aider. Or, la France ne peut pas... la France a essayé. Enfin, De Gaulle a essayé. Et d'ailleurs, les Américains lui en sont gré aujourd'hui. Quand vous voyez l'une des dernières biographies de De Gaulle qui a été vendue aux États-Unis, elle s'appelle « L'homme qui défia 6 présidents américains ». Donc c'est-à-dire quand même qu'ils nous mettent un peu dans notre narratif. On a essayé de leur dire. Mais à l'échelon européen, si tu veux, on peut faire bouger les pads, si tu veux, mais je vois pas l'intérêt. Or, la seule chose, c'est à l'échelle française. Parce que s'il y a un pays qui peut prendre les fruits d'un Westphalie planétaire, c'est quand même la France. Enfin, la totalité de notre logiciel classique est en train de se réaliser sous nos yeux, sans nous. Oui. C'est quand même fabuleux. Il faut quand même rappeler que les Nations Unies, c'est en partie un rêve français. On a une classe politique qui, dans son ensemble, est complètement obnubilée par l'Europe et qui ne pense plus les problèmes de l'organisation internationale. Et ça, c'est quelque chose de gravissime.
Ce rapport à l'international, c'était ce qui faisait justement la spécificité de la France. La diplomatie, ça prend malheureusement du temps. Ça, c'est codes, ça, c'est règles, il faut les respecter. Le ressentiment, ça ne marche que contre les peuples sensibles et solvables. C'est pas le monde qui se sépare de l'Occident, c'est l'Occident qui se sépare du monde. C'est ça le vrai problème.